Imaginez un empire qui a contrôlé des parties de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique pendant plus de 6 siècles. Un empire qui a défié les plus grandes puissances occidentales et qui a été un creuset de culture. Cet empire, c'est l'Empire ottoman. Fondé au XIIIe siècle par Osman Ier, cet État a évolué d'une simple principauté turque à une puissance colossale. Oubliez les clichés et préparez-vous à explorer un monde de conquête, de diplomatie, de splendeur et de déclin. L'ascension des Ottomans n'était pas un simple coup de chance, mais le résultat d'une stratégie méticuleuse et d'une force militaire inégalée. Au XIIIe siècle, les Turcs ottomans n'étaient qu'une petite principauté parmi d'autres en Anatolie, une région morcelée par les conflits internes et les restes de l'Empire byzantin. Leur emplacement, à la frontière entre les mondes chrétiens et musulmans, leur a conféré un avantage unique. Ils ont su exploiter la faiblesse de leurs voisins byzantins et la division des États turcs rivaux pour s'étendre méthodiquement. Leur expansion s'est appuyée sur 2 piliers. D'abord, la puissance militaire. L'armée ottomane était une machine de guerre redoutable et innovante pour son époque. Au-delà de leur cavalerie, leur plus grande force résidait dans le corps d'élite des janissaires. Ces fantassins étaient formés dès leur plus jeune âge à la discipline, à la loyauté et aux techniques de combat les plus modernes, notamment l'utilisation précoce des armes à feu. Cette force d'élite, loyale uniquement au sultan, a permis une centralisation du pouvoir inédite. Le second pilier, c'est celui de la diplomatie et des alliances. Les Ottomans n'étaient pas que des guerriers. Plutôt que d'anéantir systématiquement leur adversaire, ils ont souvent proposé des accords de vassalité, ce qui offrait aux élites locales de conserver leurs privilèges en échange de leur allégeance. Cette approche a permis une expansion rapide et une intégration des territoires conquis en réduisant les risques de révolte. Le point culminant de cette ascension fut le siège de Constantinople en 1453 sous le commandement du jeune sultan Mehmed II. L'événement, qui semblait impossible, a été rendu possible par une ingénierie militaire sans précédent. Les Ottomans ont fait construire une immense flotte pour bloquer la ville par la mer. Ils ont utilisé de gigantesques canons, fondus sur place pour briser les murs byzantins, réputés imprenables. Cette victoire a eu des conséquences capitales. Elle a mis fin à l'Empire romain d'Orient et a propulsé les Ottomans au rang de puissance mondiale. La prise de Constantinople a également transformé la ville, renommée Istanbul, en une capitale impériale majestueuse et stratégique. C'était un carrefour incontournable entre l'Europe et l'Asie. Le siège de Constantinople a posé les bases d'un empire destiné à atteindre son apogée moins d'un siècle plus tard, sous le règne d'un des plus grands sultans de l'histoire, Soliman le Magnifique. Le XVIe siècle représente le point culminant de la puissance et de l'influence de l'Empire ottoman, une période d'apogée souvent appelée l'âge d'or. Cette ère est inextricablement liée au règne de Soliman Ier, dit le Magnifique. En Occident, il était admiré pour l'opulence de sa cour et son pouvoir, tandis que les Ottomans le surnommaient Kanuni, le législateur, pour les réformes judiciaires et administratives qu'il mit en place et qui ont permis d'assurer la stabilité et la justice au sein de son vaste territoire. Sous sa direction, l'Empire atteint son expansion maximale, devenant l'une des plus grandes puissances mondiales. Ses armées et ses flottes ont étendu les frontières de manière spectaculaire en englobant les Balkans, une grande partie de la Hongrie, l'ensemble du Moyen-Orient et une grande partie de l'Afrique du Nord. Cette expansion territoriale a non seulement décuplé la richesse de l'Empire grâce aux routes commerciales et aux impôts, mais l'a également positionné comme le rival principal de l'Europe chrétienne, notamment de l'Empire des Habsbourg et de l'Espagne, dont les intérêts en Méditerranée étaient directement menacés. Mais la grandeur de l'âge d'or ottoman ne se résume pas à ses conquêtes. Ce fut aussi un temps de floraison culturelle et scientifique. Les sultans étaient de grands mécènes. Ils attiraient à leur cour les meilleurs architectes, artistes, poètes et savants de tout l'Empire. L'architecte de génie Mimar Sinan, le Michel-Ange de l'Orient, a façonné le paysage d'Istanbul avec des chefs-d'œuvre comme la mosquée Süleymaniyye, un complexe architectural d'une sophistication et d'une ingénierie remarquables. Ces monuments témoignaient de la richesse, de l'ambition et de l'élégance de l'Empire. En parallèle, les arts de la calligraphie, de la miniature et de la poterie ont atteint des sommets inégalés. Ce qui rend cet empire particulièrement fascinant est son modèle de gouvernance unique, le système du millet. Loin d'imposer une uniformité religieuse, ce système accordait une autonomie administrative et religieuse aux communautés non musulmanes, chrétiens orthodoxes, juifs, arméniens. Le système ottoman de gestion de la diversité, souvent cité comme un exemple de tolérance relative, était un mécanisme d'une ingéniosité et d'une efficacité remarquables. Chaque communauté religieuse était reconnue comme une entité distincte dotée d'une large autonomie administrative.
Cela signifiait que ces groupes pouvaient gérer leurs propres affaires internes, résoudre leurs conflits civils via leurs propres tribunaux. En échange de cette liberté, les non-musulmans devaient payer un impôt spécial, la jizya. Ils étaient soumis à certaines restrictions comme l'interdiction de servir dans l'armée, bien que beaucoup aient contourné cette règle en tant que mercenaires ou administrateurs. Cette approche pragmatique a permis une coexistence pacifique dans un empire multiculturel et multiconfessionnel. Les cités ottomanes, de Damas à Thessalonique, étaient des creusets où se mélangeaient les influences vikings, byzantines, arabes et turques. L'architecture, l'art, la cuisine et même la langue de l'Empire ont absorbé ces influences pour créer une identité riche et complexe. Le meilleur exemple de cette fusion est l'architecture ottomane, qui a intégré des dômes byzantins, des arcs arabes et des motifs persans pour créer un style unique et grandiose. Cet échange a alimenté l'innovation et a fait de l'Empire ottoman un pont culturel entre l'Orient et l'Occident. Toutefois, malgré cette force intérieure et cette complexité culturelle, l'Empire ne pouvait ignorer le monde extérieur. Cette richesse et cette position stratégique allaient inévitablement l'opposer à un rival qui ne partageait pas sa philosophie, l'Europe. La confrontation entre l'Empire ottoman et les puissances européennes a été un choc de civilisation qui a duré plusieurs siècles. L'expansion fulgurante des Ottomanes, à la fois sur terre et sur mer, a été considérée comme une menace existentielle par les royaumes chrétiens qui craignaient de voir l'islam déferler sur l'Europe. Sur terre, la rivalité a atteint son paroxysme avec les campagnes ottomanes en direction de l'Europe centrale. Les Ottomans ont menacé directement le cœur du Saint-Empire romain germanique à 2 reprises, avec les célèbres sièges de Vienne en 1529 et 1683. Le premier siège a échoué en raison des intempéries et de problèmes logistiques, tandis que le second a été repoussé grâce à une coalition chrétienne menée par le roi de Pologne. En Méditerranée, la marine ottomane était une force dominante qui rivalisait avec les flottes de Venise, de l'Espagne et de l'Ordre de Malte. La bataille de Lépante, en 1571, souvent présentée comme une victoire éclatante de la Sainte Ligue, une coalition de puissances catholiques, a porté un coup psychologique majeur à l'Empire. Cependant, cette défaite n'a pas été décisive sur le long terme. L'Empire a reconstruit sa marine en un temps record et a continué de dominer une grande partie de la Méditerranée orientale et de l'Afrique du Nord. Cette confrontation constante a forcé les nations européennes à s'unir et à s'adapter, ce qui a renforcé leurs armées. Cette rivalité a non seulement façonné la carte politique de l'Europe, mais a également eu un impact durable sur la culture, l'art et l'imaginaire collectif. Pourtant, malgré sa puissance et sa capacité à tenir tête à l'Europe pendant des siècles, l'Empire n'était pas invincible. Les graines de son déclin, semées bien avant sa gloire, allaient bientôt commencer à germer et à éroder ses fondations. En effet, dès le règne de Soliman le Magnifique, des faiblesses internes commencent à apparaître. La stagnation administrative et militaire prenait racine, car les institutions qui avaient permis la gloire de l'Empire, comme le système des janissaires et l'éducation des élites, perdaient de leur efficacité et devenaient des bastions de conservatisme et de corruption. Le système de gouvernance, autrefois une machine bien huilée, commença à se gripper, et la qualité des sultans se mit à décliner. Une série de facteurs externes ont également exercé une pression considérable sur l'Empire. Les puissances européennes, plus fortes et plus unies que jamais, intensifient leur poussée. D'un côté, la Russie cherchait à tout prix à obtenir un accès aux mers chaudes en s'étendant vers le sud, tandis que la Grande-Bretagne et la France convoitent les précieuses terres ottomanes du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Sur un autre front, la montée des nationalismes ébranlait l'Empire ottoman de l'intérieur. Inspirées par les idées de la Révolution française, les populations des Balkans, qu'elles soient grecques, serbes ou bulgares, se révoltent pour obtenir leur indépendance. Cela a mené à plusieurs guerres coûteuses et à la perte progressive des territoires européens. Au XIXe siècle, l'Empire est devenu si faible que les puissances européennes l'ont surnommé « l'homme malade de l'Europe ». Incapable de se moderniser efficacement ou de résister aux assauts répétés, il a été la proie des convoitises étrangères. Le coup de grâce a été porté par la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman s'est allié aux empires centraux et après leur défaite, il a été démantelé. Le traité de Sèvres a symbolisé l'humiliation et la fin de l'Empire. En 1922, le sultanat a été aboli et en 1923, la République de Turquie a été proclamée par Mustafa Kemal Atatürk, mettant un terme définitif à 6 siècles d'histoire impériale. L'Empire ottoman n'était pas seulement un empire de guerriers et de conquêtes. C'était un creuset de culture, un centre d'innovation et une force majeure qui a défié et interagi avec le monde occidental pendant des siècles. Son héritage est encore visible aujourd'hui.
de l'architecture des Balkans à la cuisine et aux traditions du Moyen-Orient. Mon récit n'a pas cherché à simplement vous présenter des faits et des dates. Mon objectif a été de vous inviter à reconsidérer l'image que vous avez de l'Empire ottoman. J'ai souhaité raconter l'histoire d'un empire qui, loin d'être un simple rival barbare pour l'Europe, fut une puissance politique et culturelle d'une immense complexité. Un carrefour où se sont rencontrées et mélangées des civilisations. Si cette histoire vous a plu et si vous voulez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire vous aimeriez que je raconte la prochaine fois.